Bon, alors, d'abord je vous remercie vivement pour ce livre, tous les deux, parce que vous entrez dans une question qui suscite généralement quantité de polémiques avec d'un côté des neuroscientifiques réfugiés sur la scientificité de leur champ et de leur côté les psychanalystes réfugiés dans la forteresse dogmatique au sens du terme de la psychanalyse. Et évidemment, il est très difficile que les uns et les autres sortent pour se rencontrer et échanger. Et donc c'est ce que vous avez osé faire et c'est ce que vous avez réussi à faire. Donc je vous remercie, je ne suis pas le seul, j'imagine, moi-même et beaucoup d'autres. Il y a de l'écho alors. Ah oui, d'accord. Comme ça marche? C'est bon? Oui. Donc je disais que je vous remercie beaucoup pour avoir osé et réussi cette confrontation donc entre deux champs qui ne communiquent généralement guère. On attendait en fait quelque chose comme ce que vous avez fait depuis un certain temps. Voilà, c'est fait, et encore une fois merci. Alors, j'ai été donc extrêmement intéressé par tous les développements que vous faites sur les différents concepts que vous abordez, celui d'émergence, donc qui mène des micros et des organismes primitifs jusqu'à des organismes vivants extrêmement complexes. J'étais également extrêmement intéressé par tout ce que vous articulez sur le micro et le macro niveau, c'est-à-dire ce qui se passe dans un cerveau et puis ce qui se passe dans la culture, avec donc des causalités ascendantes et des causalités descendantes. J'étais évidemment, parce que c'est aussi mon champ, extrêmement intéressé par les rapports corps-langage, et puis enfin vous terminez sur la question numérique, qui est une question qui nous attend tous, je dirais, au tournant, puisque les réseaux neuronaux artificiels sont en train de prendre la place des réseaux, progressivement, des réseaux neuronaux naturels. Et donc ça pose évidemment beaucoup de questions pour l'avenir. Bon, alors, ceci dit, je reste, après que j'ai fait évidemment tous ces compliments, je pensais bien que je l'ai fait que pour être plus offensif maintenant et pour me dédouaner un peu par rapport. Alors, donc je reste évidemment avec un certain nombre de questions vives, et notamment, puisque mon champ c'est la philosophie, des questions d'épistémologie. Voilà. Et comme votre livre ouvre justement sur des questions d'épistémologie, je voudrais commencer par là. Alors, pour vous le dire, dit en tête, de front, je suis dualiste. Donc voilà un vrai problème, puisque votre livre commence par dire mettre posé donc le monisme donc comme champ qui réunirait toute une série de sciences, même si ces différentes sciences peuvent procéder d'approches épistémologiques différentes et de méthodologies différentes. Alors pourquoi je reste, il y a quelque chose en moi qui reste dualiste? Bien tout simplement parce que pour un philosophe, la référence au grec, à la philosophie grecque, est extrêmement importante. Alors, elle est importante et dans le champ philosophique grec, il y a une distinction capitale sur laquelle je voudrais revenir, qui est la distinction donc posée entre ce qu'ils appellent, ce que l'on appelle physis et nomos. Donc physis, c'est la physique, c'est le monde physique, c'est la nature, et nomos, c'est la convention. Bien. Or, je tiens qu'il y a les lois de la nature, et je suis d'accord avec l'idée, évidemment, qu'il y a des lois de la nature,
mais je tiens aussi qu'il y a des lois de la culture irréductibles aux lois de la nature. Alors, je vais essayer d'illustrer ça par un exemple, vous allez voir, très très simple. Dans les lois de la nature, on peut dire que les espèces sexuées, jusqu'à présent nous en faisons, si donc les observations sont exactes encore partie, dans les espèces sexuées, dis-je, il y a une loi de la nature qu'on pourrait exprimer comme ceci: pour que l'espèce vive ou survive ou se survive, il faut que les individus meurent, se rencontrent pour prolonger donc l'espèce d'une génération, mais après qu'ils ont fait ce travail, donc on n'a plus besoin d'eux et ils peuvent mourir. Donc voilà, ça commence mal les questions, puisque j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre à tous, c'est que les hommes et les femmes, ça meurt. Ça meurt. Voilà, ça c'est une loi de la nature. Alors, si on se reporte maintenant du côté de la loi des hommes, du côté de la convention, du côté du nomos, ça pose évidemment beaucoup de questions, le fait que ça meurt, les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que rien dans les lois de la nature n'impose, par exemple, d'enterrer les individus qui meurent. Alors il y a évidemment, si on fait référence toujours au chant grec, on peut dire que le nomos peut prescrire, du point de vue des lois de la culture, du point de vue du nomos, donc deux choses complètement contradictoires. La première, c'est que, puisque les hommes ça meurt, les femmes aussi ça meurt, il faut enterrer les morts. Donc, Antigone doit désobéir à Créon et enterrer Polynice, tué par son autre frère Éthéocle. Ça, c'est une première possibilité. Ça donne donc toute la dramaturgie bien connue, sophocléenne, donc d'Antigone. Alors ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est il ne faut pas enterrer les traîtres, parce que ce sont des traîtres, et donc Antigone ne doit pas, c'est l'ordre de Créon, enterrer son frère Polynice, toujours tué par son autre frère Éthéocle. Donc il y a des lois. Ne bougez pas trop ce truc-là, parce que c'est très non, mais ça bouge tout le temps. D'accord. Ah, c'est ma faute. Donc, on peut dire qu'il y a des lois de la nature, on meurt, et qu'il y a des lois des hommes, faut enterrer ou faut pas enterrer des hommes. Et si on enterre, il n'y a pas qu'une façon d'enterrer, il y a 1000 façons d'enterrer. On peut enterrer dans la terre, on peut incinérer, on peut je ne sais quoi, mettre dans les arbres, etc. Autant de pratiques, donc, de gestion de la mort, des morts, pourrait-on dire, qu'il y a de culture. Aucune de ces façons n'est plus vraie que l'autre, parce que toutes ne sont que des conventions humaines. Donc ma question, c'est, il y a bien deux types de lois, des lois de la nature et des lois des hommes, qui sont sans rapport les unes avec les autres. D'où ma question, c'est qu'est-ce que les neurosciences auraient à dire là-dessus? Alors évidemment, les neurosciences ont beaucoup à dire sur le rapport vie-mort, mais rien, à mon sens, sur ce qu'on doit suivre quand donc ceci advient. Et si les neurosciences n'ont rien à dire sur la question, alors ça veut dire que ces deux plans sont sans rapport, et donc il n'y a pas de monisme, mais un dualisme. Alors je sais bien que les neuroscientifiques peuvent me répondre quelque chose comme ça, que quelles que soient les différences entre Créon et Antigone à propos de enterrer et pas enterrer, il reste qu'il a fallu que des neurones
à Antigone et à Créon pour élaborer leur réponse, même une réponse contradictoire. Ben oui, bien sûr, il a fallu des neurones. Sauf que donc, à partir de neurones comparables, on peut élaborer des réponses incomparables, incommensurables. Ce qui me renforce donc dans l'idée d'un possible dualisme. Alors, je vais prendre un petit exemple pour mieux m'expliquer. Voilà. Disons que moi et Charlie Parker, nous jouons du saxophone. On joue du même saxophone alto. C'est-à-dire que, je veux dire qu'on a le même instrument, ou les mêmes instruments, on a les mêmes neurones, si vous voulez. Saxophone comme, donc ce côté instrumental qui nous permet de produire un certain nombre d'occurrences culturelles. Mais il se trouve que ce que Charlie Parker produit, ça n'a rien à voir avec ce que moi je produis. C'est dommage pour moi. Bon, il joue, disons, un petit peu mieux que moi. Autrement dit, avec le même appareil, avec le même saxophone, alto, ou avec le même appareillage de base, avec les mêmes neurones, on produit des trucs sans aucune commune mesure, entre lesquels il semble bien qu'il existe un saut qualitatif colossal. Ce n'est donc pas parce qu'on a le même appareil de musique ou mental qu'on produit la même chanson. L'une, plutôt celle de Charlie Parker, restera dans la mémoire des hommes, c'est regrettable, mais l'autre pas. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Voilà. Alors, donc, voilà la question que je voulais vous poser. Je peux la développer, si vous voulez, encore un tout petit cran davantage. C'est que du côté des lois de la nature, toujours pour repartir sur ce chapitre, quand même, ben, ça intéresse les humains. Ça intéresse les humains, le fait que leur seul horizon possible soit la mort. Bon, d'accord, ils ont un esprit, mais pourquoi leur avoir donné un esprit si c'est pour penser que leur seul horizon, c'est un horizon impossible, mais c'est la mort. Bon, enfin, bon, c'est comme ça fait partie, disons, de la tragédie humaine, d'avoir un esprit, et donc de savoir, et avoir la capacité de se représenter que notre seul horizon sûr, c'est celui de la mort. Alors, ça préoccupe, ça, évidemment, les hommes depuis pas mal de temps. Le fait qu'on meurt, c'est pas réglé comme question. Et donc, par rapport à cette loi de la nature, on meurt, il y a eu des réponses dans la culture. Par exemple, il y a un certain nombre, disons, de religions qui ont permis de donner un traitement au sens façon de gérer la chose et façon de traiter au sens d'un traitement médical, donc de traiter ce problème de la mort. Par exemple, un certain nombre de religions disent vous mourrez, mais si vous vous conduisez bien pendant votre vie terrestre, c'est-à-dire si vous suivez les commandements, alors après, vous aurez accès à la vie éternelle. Ouf, ça va mieux. Donc on meurt, mais quand même, on peut continuer de vivre. C'est un traitement narratif qui, dans la culture, n'a rien à voir avec la nature. C'est un traitement narratif de la culture qui traite donc un problème naturel avec lequel donc on doit tous faire face. Donc traitement narratif. Alors il se trouve que aujourd'hui, maintenant, en ce moment, à notre époque, apparaît la possibilité d'un autre traitement qui ne serait pas narratif, qui serait un traitement réel de ce problème réel. Le traitement réel de ce problème narratif, ce problème réel, c'est évidemment de réécrire le génome pour y éradiquer, si c'est possible, cette fatalité donc de la mort. Donc vous voyez que par rapport à la loi de la nature, on meurt, il y a un traitement culturel, narratif, qui n'a strictement rien à voir. Et il y a un autre traitement qui
lui se propose maintenant, ça s'appelle le posthumanisme, de régler tout autrement la chose, le posthumanisme qui, bon, lui, est dans une sorte de prolongation par rapport au monisme généralisé, qui met en avant donc un certain nombre de modèles scientifiques, dont mathématiques, dont cybernétique, pour régler les problèmes de la physique, les problèmes de l'univers. Voilà. Alors, donc, je pense que vous m'avez compris. Je voudrais poser la question par rapport à ce dualisme entre les lois de la nature et les lois de la culture, qui sont, à mon sens, sans commune mesure. Alors, tout ça pour vous dire que je garde dans mon esprit donc une idée de la distinction, c'est pour ça que je vous embête là-dessus, de la distinction donc entre le corps et l'esprit. Je vais revenir après, dans ma deuxième question, sur donc, ce que vous dites à propos de Descartes. Et donc, pour tout vous avouer, je suis un athée impénitent. Bon, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et je suis un athée impénitent qui croit à la distinction du corps et de l'esprit, je dirais, sous sa forme la plus radicale. Donc je l'ai dit, le corps, ça meurt, et l'âme, ça ne meurt pas. Ça se trouve, ça, dans chrétienne, ça se trouve dans le judaïsme. Par exemple, si vous allez voir dans l'Ecclésiaste, vous savez, celui qui dit la vanité des vanités, tout est vanité, si vous allez au dernier chapitre, 12, partie 7, on distingue donc entre la mort du corps et l'immortalité de l'âme. Je vous dis ce passage. Alors la poussière, le corps, retournera à la terre dont elle vient, et l'âme reviendra à Dieu qui l'a donnée. C'est hébreu, ça se traduit aussi d'une autre façon, que la poussière retourne à la terre, selon ce qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donnée. Alors, pourquoi tu es athée si tu réfères à ceci? Tout simplement parce que ceci s'est inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Écrivez-vous, parce qu'il cite donc ce préambule, l'être suprême, et l'être suprême, si je vous dis par exemple, si vous allez à Paris à Saint-Sulpice, vous allez voir qu'il y a un fronton où vous pouvez dire ceci: le peuple reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Bon. Alors, je dirais que moi aussi, les corps meurent, mais quelque chose se colporte de génération en génération dans la mémoire des hommes, et ça on peut le dire de façon assez, ça s'appelle l'esprit. Et l'esprit, donc, c'est quelque chose qui fait qu'il y a cette dualité donc, entre le corps et ce dualisme entre le corps et l'esprit, et que les deux ne sont pas réductibles l'un à l'autre. Pas réductibles, je veux dire que il y a 20 ou 30 ans, on pensait que, par exemple, les productions culturelles étaient quelque chose comme une production extérieure des réseaux neuronaux intérieurs, et qu'il y avait donc une relation directe entre la structure des réseaux neuronaux et les productions narratives. Bon, je pense que ce que je vous ai dit montre qu'il y a, c'est sans rapport. Avec les mêmes réseaux neuronaux de base, on peut produire des histoires qui sont sans rapport avec ces réseaux neuronaux de base. Il y a un saut qualitatif, il y a une différence irréductible. Nous ne sommes plus dans le phénomène qui est le phénomène neuronal, par exemple. Nous sommes dans quelque chose qui se greffe sur ce phénomène. Dans le champ philosophique, on appelle ça des épiphénomènes. Épi, c'est le mot grec qui veut dire sur. Donc il y a le phénomène naturel, phénomène du cerveau, et puis, sur ce phénomène naturel se greffe un épiphénomène qui est de l'ordre de la culture, mais qui est d'un ordre différent et qui est irréductible donc à ce qu'il a produit. Voilà donc la première question que je voulais vous poser. Je pense que ça peut être et pas des gens qui
Il y a beaucoup d'éléments dans ce que Danny Robert vient de développer et qu'il faut que, évidemment, essayer de tirer un fil pour pouvoir y répondre. La chose la plus simple, dans les exemples que Danny Robert a pris, la différence entre Charlie Parker et Danny Robert, c'est que ces deux cerveaux sont différents, tout simplement. C'est que, macroscopiquement parlant, les deux cerveaux sont les mêmes. Si on fait, celui qui est venu dans mon laboratoire, on fait de la neuroanatomie, donc on a des cerveaux de sujets différents, et tout ça, macroscopiquement parlant, ça est totalement la même chose. Et il est évident que, et j'utilise déjà maintenant un concept, celui de causalité descendante, là où l'expérience humaine, notre histoire, elle laisse des traces et elle s'inscrit dans l'organisation même du cerveau et dans son organisation la plus élémentaire, c'est-à-dire dans les connexions synaptiques. Pas dans le nombre de neurones. Il y en a beaucoup des neurones, mais au fond, pas tellement la quantité des neurones dans les différents modules cérébraux qui est important. Mais ce sont les connexions et ce sont les morphologies, au fond, de connexions. Et il est évident qu'une causalité descendante comprise comme l'effet de la culture sur la culture, on développe longuement dans ce livre, évidemment, là où on montre que, empiriquement parlant aujourd'hui, on peut voir comment les cartes corticales, et là on est dans des réseaux neuronaux, sont recyclées, reconfigurées, trouvent des nouvelles gestaltes, parce qu'il y a bien des questions de forme, c'est très intéressant, puisqu'on de la philosophie, on peut aussi se référer, non pas uniquement à la tradition platonicienne, qui est celle du Phaéton, du Ménon, de la République, etc., et que j'ai beaucoup pratiqué, que j'ai beaucoup admiré. Le fait, l'envol des âmes, c'est absolument extraordinaire dans la théorie de la connaissance des Platon. Hein. Et pour un neurophysiologiste, on a un certain nombre de difficultés si on se réfère à ça comme philosophie implicite. Et je reviendrai là-dessus. Je reviens à ma causalité descendante. Si on montre qu'en effet la culture, avec les lois qui sont propres de la culture, je reviendrai sur le réductionnisme. Si la culture a en effet la capacité de venir réorganiser par un mécanisme de plasticité qu'on appelle aujourd'hui un recyclage, et qui est un concept de la biologie théorique que Stephen Jay Gould a développé et qui est absolument fascinant, même si on reste dans une biologie théorique de type darwinien, c'est ce qu'il appelle l'exaptation, c'est-à-dire au fond le fait que dans la nature, il y a, on fait du neuf avec du vieux, on bricole, hein, comme disait François Jacob, on bricole en recyclant au fond des structures, ici les structures nerveuses, au cours de périodes avec ce type de plasticité, on les recycle à partir de lois de la culture. Et donc, on peut difficilement penser qu'en effet, la culture, l'esprit, si on prend le concept platonicien ou platonicienne, jusque Descartes, alors on va parler de l'esprit ou de l'âme, alors il le dit, et donner les attributs que Descartes donnait de l'âme dans les méditations métaphysiques et dans le discours de la méthode, et pas dans le traité de l'homme. Danny Robert, qui connaît le traité de l'homme, qui n'a jamais publié, et qui est une espèce de zombie de l'homme. Hein. C'est fascinant, le traité de l'homme de Descartes. Hein. Il dit, supposons que nous ayons un homme mais qui n'a pas d'âme. On lui retire l'âme. Alors, je vais vous montrer une psychophysiologie extraordinaire, avec des schémas qu'il avait plus ou moins esquissés, qui ont été faits on ne sait pas d'autres personnes que Descartes lui-même. Et quand on lit le traité de l'homme, on est absolument étonné de dire, mais ça c'est une véritable philosophie de la neuroscience d'aujourd'hui. Mais simplement, il a dit, je vais tirer l'âme. Quand on lit les méditations métaphysiques et le discours de la méthode,
il donne clairement les attributs de psyché versus physis, et qui sont immatérialité, inétendue, incorruptible, indivisible pour l'âme, d'accord? Et la nature étant l'étendue, la corruption, etc., la mort. Ok. Comment un neurophysiologiste aujourd'hui peut-il être dualiste? J'ai fait une carrière complète dans les neurosciences. J'ai rencontré un seul neurophysiologiste, un seul, qui soit un dualiste. Un extraordinaire neurophysiologiste, que j'ai entendu, je n'ai pas pu approcher, prix Nobel, pour ses travaux de biophysique et de biochimie et de biophysique sur la synapse. C'est Sir John Eccles, qui a fait cet ouvrage avec Popper qui s'appelle The Self and His Brain, et où Popper était un croyant, Eccles était un croyant, et à la fin de sa vie, lui qui avait fait de la biophysique extrêmement pure et dure de la synapse, logeait dans l'espace synaptique des particules immatérielles dont il avait donné un nom. Et grâce à ça, il essayait de sauver le fait que l'âme était quelque part dans sa synapse. Il ne faisait pas allusion, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de physique quantique. Je sais qu'aujourd'hui, quand on lit Musan, par exemple, il y a neurosciences et physique quantique, où on dit la synapse, c'est 20 nanomètres. C'est pas du tout un espace où la physique quantique, c'est encore macroscopique par rapport à la physique quantique. Mais est-ce qu'on ne peut pas alors avoir une nouvelle physique qui montrerait des propriétés tout à fait nouvelles, etc. Ok. Donc, un neurophysiologiste, à la fin de sa vie, et pourtant un biophysicien, et qui va loger des particules non matérielles, mais qui sont, comme elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas repérables, comme les ions peuvent l'être, comme le sodium, le potassium, le calcium, etc. Ça sont des courants électriques, tout ça c'est de la physique classique. Le seul que j'ai rencontré, au fond, le programme de recherche dans lequel j'ai travaillé, et la notion de programme de recherche est un concept philosophique. C'est le concept de la 14. La 14 développe, c'est le disciple de Popper, il voit bien que le falsificationnisme poppérien ne fonctionne pas, et donc il faut abandonner tout ça, et il invente quelque chose, me semble-t-il, très intéressant, qui est très proche d'ailleurs de la sociologie, de la façon dont un laboratoire ou un groupe de recherche fonctionne. Il parle d'un programme de recherche. Et au fond, c'est lui qui situe dans un programme de recherche, quel qu'il soit en sciences, la physique, les neurosciences, tu connais bien probablement cette distinction du noyau dur, de la ceinture de protection du noyau dur, et puis de l'hypothèse, etc., et tout le travail scientifique. C'est intéressant de se dire, c'est le noyau dur. C'est-à-dire, au fond, comment un programme de recherche peut développer, devenir productif, et pas dégénérescent comme il le dit. Il distingue, il y a des programmes de recherche qui sont productifs, parce qu'ils produisent beaucoup de données, etc., et d'autres qui dégénèrent. C'est un peu le paradigme de Kuhn aussi. Ok. Alors, revenons à son noyau dur. Il dit toute science, quelle qu'elle soit, avance des positions d'ordre très général, philosophique, sur des notions ancestrales, extrêmement complexes, la causalité, la substance, les substances, etc., etc. Donc, au fond, des positions qui, dit la 14, sont métaphysiques. C'est aussi du type l'espace, le temps, etc. Pour moi, la causalité et l'émergence. Donc, je n'ai pas honte, en tant que neurophysiologiste, d'interroger ce noyau dur, qui est un noyau que les neurophysiologistes dans leur labo n'explicitent pas. Ils n'ont pas l'explicité. Ils travaillent en périphérie, ils avancent. Si je devais vous raconter les recherches que je fais, c'est des recherches qui ont leur valeur en neurophysiologie et qui produisent énormément de choses. Et je n'ai pas à m'interroger
posé sur la mort, sur le truc, etc. Non, je travaille dans mon domaine. Ouais, j'avance. Alors, moi, il me semblait, à l'âge que j'ai et devant Jean-Pierre, qu'il me fallait essayer de mettre à jour cette philosophie implicite, ce noyau dur. Mon noyau dur, tu as cité l'émergence, c'est un concept important. Pour moi, d'abord, j'ai du mal, comme tous les autres physiologistes, à tenir une position dualiste de type psychophysiologique. J'ai encore fait un doctorat dont la qualification était la psychophysiologie. Aujourd'hui, on parle de neurosciences, alors que le terme de psychophysiologie était intéressant, puisqu'il était d'emblée un terme qui posait beaucoup de problèmes. C'est quoi la psyché, la physique? Voilà. Comment vous joignez les deux boules, hein? Ok. Neurosciences, ça couvre, on a des scientifiques du neuro. Alors là, on n'est plus là. Psychophysiologie me semble intéressante. Donc, comment je développe cette philosophie implicite? Du mal avec un dualisme tel que Descartes, reprenant le fait-on, le mais-non, hein, voilà, hein, et le néoplatonisme, Plantin, je trouve absolument extraordinaire, qui n'est pas un dualisme, qui est un trialisme au fond, hein, avec les trois niveaux. Comment moi je fais avec une âme, une psyché immatérielle, inétendue, immortelle, et un corps dont je dis, en effet, il est étendu, il est matériel, il se réfère à une matérialité. Comment va se faire, grande question Descartes, où va se faire l'injonction? Comment voulez-vous qu'une substance, parce qu'on est dans un dualisme ontologique, une substance qui est d'un ordre d'être ontologiquement différente d'une autre, vont pouvoir se rencontrer dans la psychophysiologie. Et dans le traité des passions, Descartes a des problèmes. Comment se fait-il quand mon âme est triste que je pleure? Il invente la glande pinéale, parce que comme il a fait lui-même participer à des dissections de cerveau, il a vu que la glande pinéale, elle était unique, alors que tout le reste avait des duels, il y a deux cortex, il y a deux troncs cérébraux, etc., enfin tout ça. Alors il dit, il faut trouver dans le cerveau une unité qui fasse la chose. Mais ça, c'est difficile à tenir. Donc, comment moi je me débrouille, ou les neurophysiologistes se débrouillent, en construisant une épistémologie qui est effectivement non dualiste. Et donc, si on est non dualiste, alors vous êtes quoi? Spiritualiste, vous êtes quoi? On est matérialiste, non réductionniste. Et c'est le défi que j'ai essayé d'expliquer à Jean-Pierre, et que j'ai mis sur la table de discussion, sur notre intérêt, puisque intéresser, ça veut dire qu'est-ce qu'on met entre nous deux. Quand on faisait notre débat, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à se mettre tous les deux à table? Qu'est-ce qu'on va mettre entre nous deux, hein? J'ai avancé mon épistémologie d'un monisme matérialiste, non réductionniste. Un défi philosophique énorme. Et il faut se tordre les méninges pour dire, si vous êtes matérialiste, alors vous êtes un physicaliste, et la clôture explicative, elle vous rattrapera un jour. Vous allez être embarqué dans une réduction qui, un jour, montrera que tout est physique. Comment pouvez-vous tenir un monisme non réductionniste? Ça ne tient pas. Or, ça tient. Ça tient. Il faut simplement faire quoi? Il faut dire, d'abord, premier, je vais trop parler des problèmes, je développerai après. Je vais dire mes quatre concepts, et puis après. Premier concept, émergence. Qui n'est pas du tout un cache-misère, parce qu'on pourrait dire, c'est un cache-misère, quand vous ne savez pas vous savez pas vous en sortir, vous sortez un concept et vous dites émergence. Lisez tous les travaux aujourd'hui de l'émergentisme, il y a des philosophes importants, des scientifiques, je pense à Prigogine, Seneca, je pense à des tas de grands philosophes qui, mais bien d'autres, qui ont développé le concept d'émergence de manière extrêmement avec des probabilités de manière très précise. Deuxième élément de concept,
j'ai quand même un micro-niveau et un macro-niveau. Le macro-niveau est le résultat d'une émergence. Et donc, voilà, j'ai des causalités ascendantes et descendantes. Et puis, j'ai, comme quatrième concept, un outil, une causalité efficiente, aurait dit Aristote, il faut un outil pour la causalité descendante, et c'est la plasticité. C'est-à-dire un cerveau qui se modifie continuellement. Les configurations synaptiques se modifient continuellement en fonction de l'interaction. Les traces s'inscrivent, physiologiquement parlant, et les traces de la culture que j'ai essayé de... Voilà. Alors, Marc a répondu en développant, je trouve déjà, ce qu'il développe tout au long du livre, donc c'est presque une réponse, mais je voudrais revenir un peu en arrière, moi. Je voudrais revenir en arrière parce que, alors, je crois qu'on se connaît depuis très longtemps, donc je peux y aller, quoi. Eh bien, je ne comprends pas ta question. Parce que, alors là, Dany, tu m'épates. Tu m'épates parce que c'est pas possible que tu n'aies pas compris l'enjeu. Depuis longtemps. Non, mais c'est pas possible que tu n'aies pas compris l'enjeu de ce qui est en train de se jouer là. Or, moi j'entends dans ta question, à la fois tout un dispositif particulièrement, comme d'habitude, dans ton travail bien ficelé, bien serré, mais c'est, ou je me trompe peut-être, mais c'est comme si tu n'avais pas... L'impression que ça m'a donné, c'est caricatural, mais monsieur le professeur vient nous taper sur les doigts, alors que ce qu'on est en train de faire, c'est précisément d'arriver à riposter à ce que toi-même tu essayes de dire, mais regardez où ça va nous mener. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, tu réponds, quand tu dis le post-humanisme est un monisme généralisé, je trouve que tu as raison. Le problème, c'est comment allons-nous empêcher que le monisme, qui est en train de se mettre en place, va arriver à se généraliser au point de filer dans des rêveries douces et tragiques en même temps. C'est très simple, ce moyen d'y obvier, c'est le dualisme. Ah non, là tu fais une réponse qui est exactement ce qui est tout le temps en train de se passer pour le moment, c'est-à-dire que tu réponds, tu viens t'opposer au modèle qui est en train de se mettre en place à partir d'un modèle qui a fonctionné, mais dont celui qui est en train de se mettre en place prétend justement dépasser. Alors il faut savoir, on n'en sort plus. Mais ça se passe à tous les niveaux comme ça, y compris, pardonnez-moi, mais au niveau institutionnel, ici, beaucoup sont au courant de certaines difficultés dans lesquelles nous sommes, mais on empêche qu'il y ait une sorte d'horizontalité au nom de ce qu'il y ait la verticalité toujours nécessaire. Mais attendez, non, oui et non. Il est peut-être obligatoire, à cause de l'évolution du monde et de l'évolution des sciences, dont les neurosciences sont un élément aujourd'hui vachement pointu, il est probable que nous soyons contraints de repenser autrement ce que tu introduis comme dualisme. Ça, c'est la lecture ancienne, je trouve, du système. Mais comment ne pas, du coup, venir substituer à ce dualisme un monisme? Et du coup, c'est tout l'enjeu, en tout cas du début du livre, que Marc a bien repris maintenant. Mais je ne comprends pas comment tu ripostes, si tu veux, à partir de ce que je crois pour moi, que je comprends, mais peut-être que je comprends si mal, c'est malentendu possible, mais à partir du modèle, si tu veux, ancien. Alors que tu perçois bien que le modèle actuel, s'il ne parvient pas à trouver des repères épistémologiques qui nous permettent de le contrer, mais je ne crois pas que tu vas arriver à le contrer par le raffermissement du modèle ancien. C'est ça que je veux dire. Au contraire, tu aggraves presque ton cas. Si je peux me permettre. Puisque plus tu vas insister là-dessus, plus on va te dire, mais monsieur, vraiment, le vieux personnage, vous vous êtes trompé de siècle, là. Qu'est-ce que c'est? Nous, on avance, neurophysiologie, ça marche, ça, notre truc. Mais attendez, moi je voudrais bien comprendre la logique dans laquelle ça marche leur affaire, mais qui n'élude pas ce que nous avons de spécifique à tenir, surtout déjà comme philosophe pour la pensée, mais comme psychanalyste en plus pour la clinique. Donc raison de plus évidemment de ne pas être pris là-dedans. Donc je t'avoue, je ne comprends pas j'ai pas compris, non pas ce que tu dis, parce que ce que tu
toujours bien élaboré comme d'habitude, mais le point où tu veux, à partir duquel tu viens interroger ça je ne pige pas. Alors, moi je ne comprends pas dans ce que tu dis. La pertinence, c'est quelle pertinence tu prêtes au fait que ça soit ancien, nouveau? C'est pas parce que c'est ancien que c'est faux, et c'est pas parce que c'est nouveau que c'est juste. Absolument. Bon. Et donc moi je questionne la nouveauté qui se présente comme donc résolvant toute une série de problèmes et réunifiant tout un champ, c'est justement le champ divisé du dualisme. J'interroge donc ceci qui apparaît comme prétendant unifier quelque chose dans un champ donc unique. Alors, j'ai beaucoup apprécié donc les réponses qui tiennent aussi, mais les réponses de Marc. Simplement, j'ai quand même un certain nombre de questions sur ce que tu appelles le macro, micro-niveau, je vois très très bien. Bon, cerveau, tout ce qui se passe. Le macro-niveau, c'est quoi le macro-niveau? Ce sont des corps extraordinairement complexes, ce qui arrive, nous sommes, nous, des corps extraordinairement complexes, mais est-ce que le macro-niveau, si on entend par là la culture, c'est pas aussi plus du tout des corps, mais simplement quelque chose qui a à voir avec du pur narratif. Du pur narratif qui n'est pas stocké dans mon cerveau ou dans le vôtre, qui est stocké dans des livres, dans des supports culturels, dans des immeubles, dans des temples, dans des églises, dans des sculptures, toute une série de formes qui sont de l'ordre du narratif, des récits que les hommes se font, sans le support, qui est le support même du cerveau. Il a fallu certes un cerveau pour le produire, mais après le cerveau disparaît, et ça disparaît. Là, il n'y a plus besoin d'un cerveau, là, pour ça. Il tient tout seul, ce livre. Tu peux mourir tranquille, ton livre doit rester. Bon. Et donc, j'interroge ce que tu entends comme macro-niveau. Parce que autant je peux concevoir donc tout ce qui renvoie donc au phénomène de causalité ascendante qui monte du micro-niveau vers le macro-niveau et qui descend du macro-niveau vers le micro-niveau, ça je le conçois fort bien, tous ces temps, ces étapes intermédiaires, ces interactions, donc, possiblement entre le bas et le haut, hein. Mais le bas c'est une chose, et le haut c'est autre chose, c'est de la culture qui fonctionne dans une mémoire, qui est une mémoire non pas génétique, mais comme on dit, épigénétique, c'est-à-dire qui n'a plus besoin de génétique et qui fonctionne toute seule. Donc je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui, du point de vue de ton nouveau modèle, est plus juste que de distinguer donc deux réalités complètement différentes, l'une d'ordre génétique et l'autre d'ordre épigénétique. Épi, ça veut dire, je répète, c'est quelque chose qui se greffe dessus, mais qui a son autonomie comme un phénomène différent du premier phénomène. Donc, je réaffirme la nouveauté du dualisme par rapport donc à votre monisme, qui me semble donc non seulement, comme tu l'as vu toi-même, je ne sais même pas ce que je voulais dire, mais extrêmement dangereux, parce que l'horizon c'est le posthumanisme, on le voit très bien, et l'horizon aussi, c'est la disparition de tout ce champ épigénétique qui est le champ narratif de l'humanité, parce qu'on voit très bien avec donc ce qui se passe du point de vue du numérique, que toute une série de productions dites culturelles vont être remplacées par des réseaux neuronaux artificiels. Donc, je réaffirme la nouveauté révolutionnaire du dualisme contre ce monisme qui me semble extraordinairement, qui me semble réducteur, même si il admet une pluralité d'approches. Il me semble extrêmement réducteur, parce que
dites-moi, alors répondez-moi simplement à une question, le narratif, toi aussi tu travailles sur le narratif, tu travailles sur des petites histoires des patients, alors que nous avons des grandes histoires qui sont consignées dans des romans, qui sont consignés dans des monuments, etc. Tu travailles sur du narratif. Bon. Et donc je voudrais que tu n'oublies pas le narratif, et tu as renoncé dans la discussion, puisque tu me dis des choses directement, je te l'ai dit directement aussi, tu as renoncé trop vite donc à la spécificité du narratif, de ton narratif tel que toi tu le travailles dans ta pratique psychanalytique, par rapport donc à ce qui est de l'ordre donc des macro-niveaux, mais qui sont des macro-niveaux de corps évolués, mais qui ne sont pas nécessairement des macro-niveaux d'ordre narratif. Ou alors il faut m'expliquer ce que les neurosciences ont à dire sur le narratif. Mais je trouve qu'avec le concept d'émergence permet précisément de ne pas être complètement ligoté par ce monisme. C'est ça qui je trouve intéressant dans l'épistémologie phénoménale. Mais non, ouais, attends, tu dis que le narratif, on est d'accord sur l'enjeu de maintenir par exemple l'importance du narratif. Je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est clair. Le problème c'est, est-ce que Alors expliquez-moi ce que les neurosciences ont à dire sur le narratif. Rien. Mais elles ne rendent pas possible. Mais bien sûr. Voilà le problème. Bien sûr. Elles ne rendent pas du tout impossible, mais qu'est-ce qu'elles ont à dire? Donc pourquoi poser un monisme si les neurosciences n'ont rien à dire sur ce macro-niveau? Il y a quelqu'un qui va intervenir là. Oui. Simplement, bon, un peu avant le vendredi, il y avait des neurosciences qui voulaient prétendre pouvoir expliquer la psychanalyse. Le courant de Campbell, Stoll, etc. Et même Paul Bill a écrit un livre de neurosciences pour expliquer la psychanalyse. Et maintenant, il y a un retournement épistémologique qui fait que ce n'est pas la psychanalyse qui va expliquer les neurosciences, absolument pas. Mais simplement, la psychanalyse a toute une épistémologie qui fait que les neurosciences s'inspirent de la psychanalyse pour trouver des choses, trouver vraiment comment fonctionne le cerveau. Et Dieu sait si peut-être en 2100, on trouvera des choses qui sont inconcevables encore maintenant au niveau des synapses, etc. Et si peut-être l'âme dont on parlait, on va trouver très bien, c'est bien, je parle de champ, mais il faut quand même inventer, je pense que... Et ça, je suis d'accord avec ça, mais je répète ma question, qu'est-ce que les neurosciences ont à dire sur ce niveau narratif? Et si elles n'ont rien à dire, c'est que nous sommes dans un autre champ, qui n'est pas, donc, qui implique donc un dualisme et non un monisme. Le narratif est aussi aux neurosciences. Juste, Daniel Robert, il y a plusieurs types de dualisme. Moi, je suis, non pas dualiste, mais pluraliste. Au point de vue de quoi? Au point de vue des approches. Épistémologiquement parlant, on est bien plus loin qu'un simple dualisme entre la substance pensante et la substance étendue, le corps. Il y a des corps, il y a des sociétés, il y a du politique, il y a de l'art, il y a etc., etc. Et donc, avec le concept d'émergence, tu peux voir, même si, je ne peux pas te suivre sur un dualisme des substances. Pour moi, neurophysiologie, c'est impossible. Je ne peux pas fonctionner. D'accord. Je ne défends pas des substances. Non. Le narratif n'est pas une substance. Non. Donc, monisme à ce niveau-là. D'accord, je suis d'accord. Mais, avec la réflexion de l'émergence, il y a apparition de propriétés émergentes nouvelles. La vie est émergente sur la matière, la pensée et la culture est émergente sur la vie, on va dire. Hein, d'accord, ok. Et donc, si tu as des émergences, si tu lis correctement les travaux, même des physiciens, c'est-à-dire un physicien qui travaille sur les propriétés émergentes de systèmes loin des équilibres thermodynamiques, etc., il montre bien qu'une propriété émergente est nouvelle par rapport aux propriétés des constituants.
Elle est imprédictible. Elle est irréductible et imprédictible. Donc, tu peux très bien, avec un concept d'émergence qui fait émerger le langage d'abord, qui fait émerger une propriété qui devient définitoire du cerveau humain, de l'espèce Homo sapiens, avec ce cerveau-là, qu'on le veuille ou non, on a un cerveau d'Homo sapiens. Ok. Avec ce cerveau-là, cette matière cérébrale-là fait émerger une propriété, et c'est très étrange, c'est un mystère insondable, que de cette matière cérébrale-là, et de cette gestalt-là, cette forme, on est Aristote, il y a une matière et une forme. Mais le Ponty a repris ces notions j'ai encore relu le début de la structure du comportement extrêmement intéressant. Il parle de forme, il parle de gestalt, etc. Au fond, il y a apparition de propriétés nouvelles, irréductibles, imprédictibles, à partir des constituants. Et donc, au niveau des propriétés, je suis bien plus que dualiste, je suis pluraliste. Et donc, moi j'ai pas de problème de te dire, un monisme. Je ne t'en demande pas. Non, mais si. Dualiste, ça serait déjà pas mal. Non, parce que dualiste, ce serait le psychologue behavioriste. Il serait dualiste, il dirait, il y a la psychologie, et on n'a pas besoin de faire de la physiologie, on peut faire du conditionnement, et Pavlov va tout expliquer. Je ne veux pas ça. J'ai le défi de penser que la culture, c'est d'ailleurs, on peut lire des pages ici dans le bouquin, que la culture, c'est-à-dire toute la donation de sens, et le problème de la liberté, et le problème de la transmission, etc., et de la narration, hein, tout ça est posé comme propriété émergente, et qui a besoin, étant donné le niveau d'émergence, de concepts nouveaux, de concepts spécifiques au niveau auquel l'émergence est placée. Et donc, je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que mon monisme est un monisme réductionniste et que dès lors, on ne peut pas imaginer qu'on explique le fait, comme tu dis, que nous allons tous mourir, nos âmes vont mourir, mais le souvenir va se garder dans les souvenirs des hommes, etc. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? J'ai l'impression, messieurs, en tout cas, ça me fatigue, mais vous allez certainement trouver une formulation qui réconcilie les deux positions. Il y a un problème épistémologique, parce qu'on passe sans cesse de l'individu au collectif. Et je crois que ce ne sont pas les mêmes logiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vrai pour l'individu n'est pas transposable identiquement à la collectivité, à la culture. Alors, je voulais ajouter, puisque j'en profite, j'ai un peu pris la parole, pour dire que je pense que si le dualisme était aussi radical que vous l'affirmez avec vigueur, il n'y aurait pas d'inconscient et il n'y aurait pas de psychanalyse possible. Alors, je vais répondre sur cette question. Voilà. Parce que l'inconscient, sa constitution est véritablement la démonstration en acte des processus dont vous venez de parler. Marc en particulier, le livre, Jean-Pierre également. Et ça a un substrat culturel indiscutable, mais c'est cette espèce de façon qu'a la culture transmise par les parents, la mère en particulier, qui vient percoler dans les organes de la façon la plus intime et qui finissent même par donner des symptômes physiques. Ça, c'est quand même stupéfiant. Et qui font aussi que c'est réversible, dans une certaine mesure, par une cure analytique. Alors là, ça c'est un défi. Je trouve que j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais il me semble que la pierre d'achoppement de la défense du dualisme, qui me semble être une provocation, parce que je ne peux pas y croire, mais c'est l'existence de l'inconscient et de la psychanalyse. Voilà. Eh bien, merci pour cette remarque. Ça va me permettre d'entamer vers une autre question que je voulais aborder avec vous. Parce que je m'interroge sur, tu l'as répété Marc,
sur donc le fait que vous placiez si évidente Descartes du côté du dualisme. Certes, il y a toute une série de textes de Descartes sur la dualité du corps, de l'esprit, et la glande pinéale qui se promène un petit peu là-dessus, etc., et qui essaye de faire les rapports entre les deux. Mais ça, la différence du corps et de l'esprit, c'est la situation de la pensée de laquelle part Descartes à son époque, qui hérite donc de tout un horizon dualiste. Mais tout un passé dualiste. Mais son horizon à lui, l'horizon de Descartes, c'est la résolution de cette dualité. Grâce à quoi? Grâce aux mathématiques. Je vous rappelle simplement son petit texte de jeunesse, Règles pour la direction de l'esprit 1819, livre de jeunesse, donc il a 25 ans. Il conçoit le projet d'une science universelle fondée sur la mathématique qui deviendra la mathésis universaliste. Donc son horizon est bien un horizon moniste et non pas dualiste. Son horizon, c'est pas son passé est un passé dualiste, mais son horizon est bien un horizon moniste, puisque donc nous sommes dans l'idée que tout ça va se réunir, tout ce qu'on peut observer sur le monde va se réunir grâce à une mathésis universaliste. Ce projet, vous le savez, sera repris par exemple Leibniz, où on trouve d'ailleurs les prémices donc de l'algèbre booléenne binaire, qui permettra plus tard de produire des programmes d'ordinateur et qui, de façon généralisée avec des fonctions booléennes, permettront de construire des réseaux neuronaux artificiels avec donc les tables de vérité, et puis donc avec les grandes fonctions et ou négations, etc. Ce qui est à l'œuvre maintenant donc dans les réseaux neuronaux artificiels. Tout ça, ça part de Descartes. Donc l'horizon de Descartes n'est pas l'horizon, pas le passé, l'horizon de Descartes n'est pas dualiste, comme vous dites, il est moniste. Je vous rappelle que tout ça, quand même, mènera au XXe siècle à la cybernétique et aujourd'hui au tout numérique et à l'intelligence artificielle et au champ des neurosciences. Bien. Je vous rappelle donc que ceci est très explicite chez Descartes, puisqu'il suffit de lire par exemple une lettre à son correspondant, Mersenne, de 1638, que je vous dis. Je trouve en général qu'il, c'est Galilée, philosophe beaucoup mieux que le vulgaire, en ce qu'il tâche à examiner des matières physiques par des raisons mathématiques. En cela, je m'accorde entièrement avec lui, et je tiens qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver la vérité. Donc l'horizon de Descartes, c'est la mathésis universaliste, et les neurosciences actuelles, c'est le résultat de cet horizon mis en place dans le nouveau sujet de la science par Descartes. C'est donc un projet aussi simple que radical, puisqu'il s'agit d'étendre la certitude mathématique à l'ensemble des processus à l'œuvre dans le monde et de fonder ainsi cette mathématique universelle dans laquelle, donc, je répète, avec la cybernétique et les neurosciences, nous sommes encore maintenant. Donc, la mathésis universaliste, c'est un monisme, puisque c'est universel. C'est universel, donc c'est moniste. Bien. Donc, ceci, je pense qu'il faut quand même reprendre cette discussion-là à propos de Descartes. Et je dis, je répète, il n'y aurait pas eu de neurosciences et de monisme s'il n'y avait pas eu cet horizon ouvert par Descartes. Donc, ce que je peux dire, c'est que Descartes fonde un nouveau sujet de la science, ou plutôt un nouveau sujet de la nouvelle science. Et donc, vous savez comment il définit ce sujet par la fameuse formule cogito ergo sum, je pense donc je suis, qui est pourquoi donc ça fonde le sujet, c'est parce que c'est la seule certitude qui puisse résister donc à l'exercice du doute méthodique. Donc il reste que ceci pour fonder le sujet. C'est une
formule qui a été donc prononcée dès le discours de la méthode, 1737, reprise avec quelques variantes en 1641 dans les méditations métaphysiques et en 1644 dans les principes de la philosophie. C'est donc là la formule du sujet, on pourrait dire, conscient de lui-même et à lui-même, par laquelle Descartes fonde le sujet de la science moderne, issu de Galilée, où ce sujet se pose donc comme potentiellement capable de tout élucider grâce à l'aide des mathématiques. Bien, nous sommes dans un horizon moniste. Je vous réponds du côté de la psychanalyse, si vous allez voir maintenant le séminaire d'un dénommé Lacan, que vous devez probablement connaître, qui s'appelle La logique du fantasme de 1967. Vous apercevrez que Lacan, manifestement, adhère à ce projet cartésien jusque dans ses dernières formes, celui par exemple de la cybernétique, qu'il pratiquait, comme on sait, beaucoup depuis les années 50, puisqu'il inventera tout simplement quantité de mathèmes pour la psychanalyse. Donc il reprend quelque chose du projet cartésien pour l'appliquer au sujet de l'inconscient. À ceci près que ce qui m'intéresse, Lacan, ce qui m'intéresse par plutôt, c'est de montrer non pas l'existence d'un sujet de la science, ça c'est déjà fait, mais d'un sujet de l'inconscient derrière ce sujet de la science et de la conscience. C'est-à-dire derrière comme avers ou comme revers du sujet de la science. Il y a un sujet de l'inconscient comme revers ou avers du sujet de la science. C'est ça l'intervention lacanienne, si je l'ai bien compris. Et comment il fait, Lacan, pour débusquer cet autre sujet? Eh bien, il trouve un bon moyen, il percute la formule cartésienne du sujet de la science en vue de la casser en deux formules en miroir. La séance du 14 décembre 1966, ça donne cette formule, ou je ne pense pas, ou je ne suis pas. C'est l'un ou l'autre. Bon. Ce qui peut aisément se développer, comme beaucoup de bons élèves de Lacan l'ont fait, je ne suis pas là où je pense, et je ne pense pas là où je suis. Bien. Et ce n'est donc pas parce que le je pense et le je suis s'effectuent au même instant qu'ils se produisent au même endroit. Il y a deux endroits différents. Donc ce qui nous amène à penser que Lacan, lui, amène et réamène sur ce monisme fondamental comme horizon de Descartes un nouveau dualisme avec donc le partage de ce sujet de la science et de ce sujet de l'inconscient. Et donc, vous savez ce qu'il dit dans ce séminaire, cette alternative, je vous le dis, cette alternative où je ne pense pas, où je ne suis pas, choix séduisant, il se moque un peu, comme vous le voyez, et le départ de ce qui est offert au sujet dès que la perspective s'introduit dans l'inconscient. Bon. Et donc, il suffit pour Lacan de glisser donc un coin entre penser et être, entre le je pense et le je suis, ou le parler et l'être, pour que la formule centrale de Descartes, annonçant l'avènement du sujet de la science, se scinde dans deux nouvelles formules correspondant à l'apparition corrélative du sujet de l'inconscient. Or, glisser un point entre pense et un point, c'est ce qui enfonce le point et qui sépare. Et ça sépare quoi? Ça sépare le penser et ça sépare l'être. C'est glisser ou reglisser un point entre corps et esprit. Je dirais donc à l'encontre de ce que vous voulez dire, que Lacan réhabilite le dualisme, et si la psychanalyse existe, c'est parce qu'il y a un dualisme entre conscience et inconscience. Je suis pas sûr que ce soit un dualisme qui serait rétabli là, mais très bon, c'est une fameuse question. C'est une division. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Non. Sinon, on est trop binaire. Donc, c'est pas ça. Mais bon, je sais pas si on va. S'il faut. Ce que je comprends bien que tu dis, et il me semble que d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, je l'ai abordé. C'est rapidement, mais rapidement quand même, que le travail de Descartes, tu le rappelles, pardon, le travail de Descartes, et tu as tout à fait raison, et c'est quand même ce moment
où tout à coup, grâce au fait d'extraire en quelque sorte, bon, on a pu du coup développer la science elle-même dans sa deuxième lancée. Donc, Comment oui, oui, tout à fait. Donc ça, qui avait une neuroscience. Non, attends, moi j'ai tort à raison, mais j'ai l'impression, je soutiens en tout cas, que les neurosciences c'est une sorte de troisième moment. Parce que cette fois-ci, et c'est pour ça que ça nous concerne directement comme psychanalyste de manière impérieuse, c'est que c'est un troisième moment parce que justement, ce qui, dans ce mouvement de Descartes, avait été pris en charge par la dynamique matérialiste, on va dire comme ça, allait de pair avec ce qui avait été exclu par ce mouvement. Alors que les neurosciences prétendent, à tort ou à raison, c'est à ça que vous en discutez, tout à coup venir grignoter, envahir la partie qui va jusque la question de la pensée et du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin, à mon avis, de penser, d'essayer d'élaborer une épistémologie qui nous permette de tenir le coup de cette avancée, qui par ailleurs se fera sur notre avis, parce qu'elle a lieu, elle est en train de se faire et vachement vite, mais qui, malgré que cette avancée ait lieu, ne nous permettent pas d'être complètement exclus du travail, ce que bien sûr, si on reprend alors par ce biais-là ce que tu dis, c'est une certaine manière de ramener le dualisme d'une certaine façon. Mais c'est quand même pas la même chose de le ramener sur le modèle cartésien, justement, ou sur le modèle de ce que tout n'est pas dans le monisme matérialiste qu'ils prétendent, que les neuroscientifiques prétendent. Et c'est là que l'intérêt de la position de... Oui, c'est là que la position, à mon avis, d'un neuroscientifique ouvert, pour dire pour nous, c'est-à-dire pas quelqu'un qui lui a tout pris, tout expliqué par la hauteur de la pertinence scientifique à laquelle il se trouve, parce que c'est reconnaître ça, c'est plein de choses, en même temps, essaye d'amener des concepts, l'émergence, je ne vais pas les reprendre, Marc l'a déjà fait tout à l'heure, mais entre autres celui d'émergence de manière très particulière, parce qu'alors ça permet de soutenir que, à la fois on avance dans la capacité de comprendre les ressorts de toute cette affaire, et en même temps, on fait émerger quelque chose qui n'est pas abordable dans les catégories que nous avons mises, qu'elles sont en train de mettre au point. Et ça, pour moi, ça me semble crucial pour laisser sa place, justement, à quelque chose de l'appréhension, de la psyché. Bon. Et c'est pour ça que tout ce premier point, moi je trouve que l'intérêt, c'est pour ça que je me dis vraiment que je ne comprenais pas, parce que j'ai l'impression que c'est l'enjeu même du livre, c'est d'essayer de pousser, stimuler une épistémologie à la hauteur de l'enjeu, voilà, qui tienne à la fois compte de la rigueur, de la force, de la puissance de ces découvertes neuroscientifiques qui sont en train de se faire, et en même temps qui ne viennent pas, à cause de cela, rendre caduque l'élaboration psychique qui n'entre pas, enfin la réalité psychique qui n'entre pas entièrement dans ces catégories. Là, on te rejoint. Mais tout à fait. Attends, moi je ne te suis pas. Moi je ne te suis pas. Non, je ne te suis pas. Parce que, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les neurosciences. Je trouve que les neurosciences sont en train de nous donner une intelligence sur quantité de phénomènes, de la pensée, qui est absolument... Ça serait complètement grotesque de refuser ceci. Bon, ça c'est une chose. Est-ce que, à partir donc, de cette position conquérante des neurosciences que je reconnais et pour lesquelles j'admire toute une série de travaux, est-ce que pour autant, donc, tout doit céder aux neurosciences? Et c'est là où je dis à Jean-Pierre, tu as cédé quelque chose aux neurosciences en admettant le monisme. Je dis qu'il ne fallait pas céder. Il y a un point irréductible pour les neurosciences qui a à voir justement avec la question de l'inconscient. Et il ne fallait pas céder sur ce point. Et moi, je ne cède pas sur ce point. Et ne cédant pas sur ce point, je me crois pas du tout en retard, pas du tout dans le passé, mais je me crois à l'avant-garde. Bon, je voudrais rebondir et puis éventuellement vous interpeller et en quelque sorte venir à l'aide du soldat d'Annie, puisque
moi aussi je suis dualiste, mais je suis d'accord avec le fait qu'autour de cette table, nous souhaitons tous ne pas tout réduire aux neurosciences. Simplement, première chose, quand on parle de dualisme, je pense qu'on l'inscrit dans un cadre très récent qui considère quelque part que les deux entités à distinguer seraient exclusivistes. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin des années 70, le schème dominant dans les sciences humaines, qu'on appelle structuraliste ou non, était antinaturaliste. Il visait à dénaturaliser l'homme, à considérer qu'il était un produit de la société, du déterminisme social. Et ce modèle est entré en crise, et depuis les années 80, nous avons affaire maintenant à un modèle dominant, naturaliste, évolutionniste et cognitiviste. Et donc on a un peu l'impression que soit on est du côté des sciences humaines et on est nécessairement antinaturaliste, soit on est du côté des sciences de la nature et on ne reconnaîtrait pas alors autre chose que la nature. Et donc je pense que nous sommes d'accord avec le fait que les sciences humaines doivent intégrer les dimensions biologiques et matérielles de l'humanité. Est-ce que pour autant intégrer ces dimensions, ça signifie, comme vous le dites, parce que vous l'écrivez quand même très clairement dans l'ouvrage, dans votre entretien, vous dites que ce monisme matérialiste, la société doit l'adopter, qu'elle doit même se remodeler sur le fonctionnement de la science, et tout en prenant acte d'une spécificité humaine, vous l'inscrivez dans le cadre d'un modèle scientifique et